cette fois, nous allons fabriquer une table originale. Une table de Viking dont le plateau sera réalisé sous la forme d'un bouclier, du métal chauffé à blanc, du bois vieux de 500 ans, un seau d'époxy. Bref, bon visionnage. Dans ce projet, nous n'utiliserons que du chêne submergé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'un chêne qui est resté dans l'eau ou dans un marécage pendant des centaines d'années. Il est difficile de déterminer l'âge exact sans analyse au carbone, mais en moyenne, le chêne prend cette couleur après environ 400 ans passés sous l'eau. Mais certaines pièces peuvent avoir jusqu'à plusieurs milliers d'années. Si l'on se contente d'une analyse très basique, c'est simple. Plus le bois est foncé, plus il est resté longtemps sous l'eau. De plus, d'après mon expérience, je dirais que la couleur dépend beaucoup de la partie du tronc utilisée. Autrement dit, le chêne fonce plus rapidement près de l'écorce et de l'aubier, tandis qu'il reste plus clair près du cœur du bois. Et ce n'est qu'après un très long moment que la couleur peut s'uniformiser sur l'ensemble du volume. En résumé, si votre chêne morta est vraiment noir de noir au niveau du cœur, il se peut très bien qu'il ait 1000, voire 2000 ans. Dans notre cas, il s'agit principalement de d'os qui n'a pas de valeur particulière en menuiserie classique. Mais pour fabriquer un bouclier Viking usé, c'est tout à fait approprié, d'autant plus que tout cela sera recouvert de résine. Après avoir découpé les ébauches aux dimensions nécessaires, nous les passons à la raboteuse. L'étape suivante consiste à préparer ces 3 ébauches pour le collage, afin d'obtenir un bouclier, au sens propre comme au figuré. Pour cela, à l'aide d'une scie, nous coupons la partie non équarrie mais pas complètement. Et pour être précis, il nous faut transformer le bord vif en bord émoussé. Cela donnera un aspect usé et vieilli au maximum. Pour obtenir un collage parfait, il faut préparer une arête parfaite, ce que la dégauchisseuse fait très bien. Ainsi, passage après passage, pièce après pièce, le travail est toujours impeccable. Avant le collage, nous brossons toutes les ébauches avec une brosse pour le brossage. Cela donnera au bois un aspect plus soigné, mais en même temps vieilli. Pour le collage, j'utilise depuis très longtemps la colle Berit et je la recommande sans hésiter. C'est vraiment une formule éprouvée et professionnelle, tout comme ses serre-joints de carcasse. Comme toujours, vous trouverez les liens vers tous les matériaux, machines et accessoires dans la description de la vidéo. Après quelques heures, la colle a séché et à partir d'un panneau de forme indéfinie, nous réalisons un véritable bouclier de protection de forme parfaitement ronde à l'aide de la CNC. L'étape suivante consiste à créer une imitation de fissure sur le bouclier. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard, car d'un côté il y a une fissure naturelle, ce qui s'intègre parfaitement à notre projet, et de l'autre côté, nous terminons la découpe à la scie sauteuse pour obtenir cette cassure. Bien sûr, la coupe droite réalisée à la scie sauteuse ne nous convient pas tout à fait. C'est pourquoi nous la retravaillons à la hache. Voilà, le plateau est prêt pour le coulage de la résine. Nous pouvons maintenant nous occuper du piétement. Pour cela, nous prenons un morceau massif du même chêne submergé et tout d'abord, nous brossons l'une de ses faces. Ensuite, il nous faut couper l'excédent pour obtenir la dimension souhaitée. C'est à dire 50 cm de long et à l'avenir, ce sera la hauteur car ce sera le support principal de la table. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote, et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs, et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons.
Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Nous avons fini la découpe avec une scie japonaise. Cela permet d'obtenir un résultat plus précis et plus rapide. En plus, il y a le plaisir de travailler avec un bon outil manuel. Pour que la base reste parfaitement verticale et stable, nous passons l'un des côtés à la raboteuse. Grâce à l'arbre hélicoïdal, le voici, même la coupe transversale du chêne noirci est travaillée sans le moindre défaut. Et ainsi, passage après passage. Après 15 minutes et plusieurs dizaines de passages, nous obtenons une surface parfaitement plane, et à partir de celle-ci, nous commençons à aplanir le côté opposé. Pour cela, nous prenons une petite fraise de chez CMT car la surface à travailler est vraiment réduite. Bien sûr, le calibrage n'est pas la fonction principale de ce type de fraise, mais pour cet usage, elle convient parfaitement. Et à la va-vite, on assemble un dispositif élémentaire à partir d'une vieille chaise. Je rappelle qu'il s'agit d'une opération rapide et ponctuelle. Et dans ce cas, une vieille chaise, quelques morceaux de contreplaqué et une défonceuse manuelle conviennent parfaitement. Au final, la coupe repose sur une surface plane préalablement nivelée. Et à partir de là, nous aplanissons le côté opposé. Au final, nous obtenons deux surfaces parfaitement parallèles, ce qui est nécessaire pour la base de la table. Pour continuer, nous devons préparer la surface. Pour cela, nous fixons à nouveau la pièce sur un grand étau pliant et nous finissons la surface à l'aide d'un rabot. Après 1 heure de travail, nous avons un tas de copeaux et une coupe brute sans grand intérêt. C'est pourquoi nous passons à l'étape suivante. Nous avons choisi ce motif. Il s'agit d'un entrelac scandinave qui s'intégrera parfaitement dans la composition générale. Nous avons décidé de fraiser la base à l'aide d'une CNC. Mais comme vous pouvez le voir, la surface est loin d'être plane. À l'aide d'un niveau laser et de quelques accessoires en contreplaqué, nous positionnons la pièce et la fixons sur la CNC. Ensuite, nous préparons le programme en tenant compte du relief de la pièce et nous faisons passer tout le processus de fraisage via le logiciel, afin de nous assurer que l'ordinateur nous a bien compris. Dans l'ensemble, tout est en ordre et nous pouvons lancer le processus. Après plusieurs heures de travail, nous obtenons le même motif sur les 3 côtés du piétement. Les machines intelligentes, c'est évidemment très bien, mais dans ce cas, on ne peut pas se passer d'une finition manuelle. C'est ce à quoi s'est attelé Andrei. Pendant ce temps, nous sommes partis chercher des éléments métalliques pour le bouclier. Pour cela, notre bon ami forgeron Dima nous a beaucoup aidé. Voici son Instagram. Un grand merci pour l'aide apportée à ce projet. Je suis sûr que ce n'est pas notre dernière collaboration. En réalité, je suis tout simplement impressionné par l'approche et la précision de la finition. Votre avis nous intéresse. Pensez-vous qu'il faille compléter les projets par d'autres artisanats en plus de la menuiserie et de l'époxy? J'attends vos réponses en commentaire. Au final, nous avons rapporté de l'atelier de Dima plein de pièces métalliques intéressantes, ainsi qu'un anneau comme celui-ci qui servira de base à la table. Pour l'intégrer, nous remplissons à nouveau le chêne teinté et nous collons un petit panneau. Ensuite, on suit la même méthode qu'avant.
quelques passages à la raboteuse et plusieurs heures de travail sur la CNC. Pendant ce temps, nous préparons le plateau de table pour la couler. Ici, rien de compliqué. On applique un agent de démoulage sur le contreplaqué stratifié. C'est de la cire en spray. On l'applique puis on l'étale avec un chiffon. On pose ensuite le plateau dessus. On entoure le périmètre avec une fine bande plastique que l'on fixe avec du ruban adhésif et du mastic à la base. La première couche sera une couche d'après. Pour cela, nous utilisons un produit appelé Art Eco de la marque Ecovanaya. C'est une excellente option pour une première couche d'après fine. C'est ce que nous faisons. Nous appliquons l'après et laissons reposer pendant 24 heures. Puisque cette table sera envoyée au bureau des développeurs de Vikings War of Clans, nous avons décidé de le souligner en insérant et en coulant leur logo dans la fissure du bouclier. Nous le découpons à l'aide d'une machine CNC. L'étape suivante consiste à apprêter les lettres avec le même produit. Sur la couche d'après, nous allons couler de la résine colorée avec un pigment métallique. Tout cela est fait afin de reproduire au maximum le logo original. Et dans l'original, il ressemble à ceci. Après 24 heures, la résine a séché et je m'occupe de la décoration de l'inscription du bas. Je rappelle que dans l'original, elle est de couleur dorée. C'est donc ce que nous allons faire. Il ne reste plus qu'à libérer les lettres de la pièce brute. Elles ont été volontairement laissées non découpées sur 1 mm. Cela a été fait pour éviter que le logo ne parte dans tous les sens sous la fraise. C'est pourquoi nous le collons maintenant sur du ruban adhésif double face et nous le passons dans la ponceuse calibreuse. Après 2 passages, nous obtenons des lettres et des inscriptions libres, séparées les unes des autres. Après avoir séparé tous les éléments du logo, j'ai décidé d'enlever l'excédent de résine et de peinture. Oui, bien sûr, il aurait fallu le faire avant, il y a déjà 2 étapes. Oui, j'ai eu un moment d'inattention, ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi je ponce chaque pièce séparément de cette façon. Puisque le pulvérisateur est rempli de patine dorée, j'ai décidé de préparer immédiatement tous les éléments métalliques restants et de les imiter en bronze. Bien sûr, cette couleur ne me convenait pas, car il s'agit tout de même d'or, même si c'est de l'or antique, cela reste de l'or. Et comme on le sait, le diable se cache dans les détails. Pour obtenir la couleur souhaitée, j'applique une fine couche de patine noire par-dessus la patine dorée. Voici à quoi cela ressemble. À première vue, il ne se passe rien, pas de différence, ne vous précipitez pas.
Voici un exemple clair d'un élément retravaillé et d'un autre qui ne l'est pas. Maintenant, c'est exactement ce qu'il fallait. Et ainsi de suite pour toutes les autres pièces. À ce moment-là, la résine a déjà complètement polymérisé et il serait incorrect de couler la couche principale suivante sur une surface brillante. Cela signifie que nous devons la matifier. C'est ce que je fais à l'aide d'un Scotch-Brite. Nous plaçons les éléments métalliques dans la fissure. Un peu plus tard, lorsque toute la composition sera assemblée, vous comprendrez l'idée, et au centre, nous plaçons le logo. D'ailleurs, le moule qui reste des lettres sert parfaitement de gabarit pour ces mêmes lettres et inscriptions. À l'aide d'un gel de superglue, je les place précisément à leur emplacement. Comme je l'ai dit, les détails et les petites choses sont très importants. À première vue, ils ne sont pas toujours visibles, mais c'est justement l'attention portée aux détails qui complète magnifiquement n'importe quelle création. Ainsi, dans l'original, le logo est légèrement éclaboussé de sang, alors que dans notre cas, il s'agit de résine époxy rouge. Pour de si petites quantités de résine, j'utilise souvent des moules en silicone réutilisables. C'est vraiment très pratique. Je les commande généralement sur AliExpress, et spécialement pour vous, j'ai préparé une petite sélection d'accessoires utiles d'AliExpress et j'ai enregistré une vidéo à ce sujet. Je laisserai le lien dans la description. D'ailleurs, dans cette sélection, je parle justement de ces moules en silicone. Mais une fois que le sang en époxy a séché, on peut couler la couche principale. Pour cela, une résine appelée Arc Massif convient parfaitement. C'est celle que j'utilise. Ce produit peut être coulé en très grande quantité sans craindre que la résine ne surchauffe. Toutes les bulles s'échappent d'elles-mêmes, car la résine est très fluide et met 7 jours à polymériser. Cela signifie que nous avons le temps de finir le piétement. Je vais le recouvrir d'une huile dure universelle légèrement teintée, ce qui permettra d'uniformiser la couleur du chêne fumé. Les bonnes huiles sont une excellente solution pour la finition. Au final, la surface n'a rien à envier à une peinture professionnelle, et la méthode d'application de l'huile est à la portée de tous, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après une semaine, nous retirons le coffrage et passons à la finition. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai versé la résine jusqu'en haut avec une marge, car il était difficile de savoir combien de produits seraient absorbés par les fissures et le bois. Nous devons maintenant enlever l'excédent jusqu'au niveau du bois. C'est ce que nous faisons à l'aide de cette fraise. Après quelques passages, il ne reste plus qu'à poncer, puis à recouvrir le tout d'un vernis brillant. Enfin, l'assemblage final tant attendu. J'attends vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.